Salam à tous, je suis le professeur Khalaf. Je vais présenter un cours sur les néphropathies glomérulaires destiné aux externes 5e année de néphrologie. Savoir évoquer ou définir un syndrome glomérulaire. Le syndrome glomérulaire est une pathologie qui est évoquée devant l'un ou les deux signes suivants qui sont la protéinurie qui est glomérulaire, qui est dépistée par la bandelette, confirmée par le dosage en grammes par gramme de créatinurie, ce qu'on appelle le spot, ou en milligrammes par millimol de créatinurie, ou simplement en grammes par 24 heures après une collecte de toute l'urine, de toute la diurèse de 24 heures. Elle est généralement composée principalement de plus de 60% d'albumine. Le deuxième signe, c'est l'hématurie. Elle peut être donc microscopique avec un nombre d'hématies supérieur à 10 par millimètre cube ou 10 000 par millilitre. Plus ou moins des hématies déformées ou cylindres hématiques qu'on retrouvera au sédiment urinaire. On peut trouver aussi une hématurie macroscopique totale qui est indolore et sans caillot. Trois autres signes peuvent être associés qui sont les œdèmes, l'HTA et l'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Le syndrome glomérulaire est divisé en plusieurs syndromes. D'abord, on va commencer par le syndrome néphrotique, donc contraire aux aiguilles d'une montre. Un syndrome d'hématurie macroscopique récidivante. On va parler des syndromes néphritiques aigus, du syndrome de GNRP ou de glomérulonéphrite rapidement progressive et du syndrome de glomérulonéphrite chronique. Devant tout syndrome glomérulaire, que faire? Il faut faire la biopsie rénale. Donc, qui est indiquée chez l'adulte. Maintenant, l'enfant, on peut ne pas indiquer la biopsie rénale d'une manière systématique pour le syndrome néphrotique idiopathique. Donc, elle n'est pas indiquée chez l'enfant. Chez les patients qui sont diabétiques avec une rétinopathie sans hématurie. Et en cas de suspicion d'amylose rénale, il faut privilégier d'autres sites de ponction. Il faut savoir que la ponction est un geste qui n'est pas banal. Donc, il faut privilégier d'autres sites de ponction tels que la glande salivaire, le rectum ou la graisse sous-cutanée. On va commencer par le commencement, par le syndrome néphrotique. Définir, c'est quoi un syndrome néphrotique? C'est une hypoalbuminémie. C'est une définition biologique. Une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre et une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Il est pur, isolé ou est pur associé à de l'HTA, de l'insuffisance rénale et de l'hématurie. Les causes, il peut être primitif, c'est-à-dire sans aucune étiologie secondaire. Donc, ça peut être des lésions glomérulaires minimes à la biopsie, la hyalinose segmentaire et focale et la glomérulonéphrite extramembraneuse. Ça peut être aussi secondaire à un diabète, à un lupus érythémateux disséminé ou de l'amylose. On va commencer par les lésions glomérulaires minimes. Donc, le syndrome néphrotique idiopathique peut avoir des lésions glomérulaires minimes de l'HSF chez l'enfant et même chez l'adulte, et la GEM aussi chez l'adulte. Donc, on va aborder que les néphropathies les plus courantes. C'est la première cause du syndrome néphrotique chez l'enfant. Le début est brutal, généralement post-infectieux, on trouve des œdèmes. À la nappate du rein, pas d'anomalie au niveau microscopique optique. Ou aussi en IF, c'est négatif, la PBR n'est pas systématique. Donc voilà, on retrouve des glomérules qui sont normaux, avec des tubes normaux, des vaisseaux normaux aussi. Donc on va utiliser ça. Donc ça, c'est un glomérule qui est tout à fait normal, un vaisseau normal, des tubes normaux et un interstitium qu'on ne voit presque pas. Tout à fait normal. Chez l'adulte, la PBR est systématique. Il ne faut pas réfléchir. Toujours vous envoyez vos patients avec des patients adultes avec syndrome néphrotique. La cause idiopathique, le plus souvent, sont causes apparentes.
Le traitement, c'est la corticothérapie. Deuxième cause, c'est la hyalinose segmentaire et focale. 15% des syndromes néphrotiques de l'adulte, généralement impurs. L'anapathe, on retrouve des dépôts et une sclérose segmentaire et focale. Là, en vert, vous voyez très bien la hyalinose segmentaire et focale. Elle évolue généralement vers l'insuffisance rénale chronique. Les causes, elle est idiopathique dans la plupart des cas, mais elle peut être secondaire à une réduction néphronique, à une agénésie, un reflux, une obésité et l'infection par le VIH. Il y a d'autres causes aussi. La GEM ou la glomérulonéphrite extramembraneuse, première cause de syndrome néphrotique de l'adulte, généralement impur et profond. Profond, ça veut dire une albuminémie supérieure à 3 grammes avec une hypoalbuminémie inférieure à 20 grammes avec une protéinurie supérieure à 3. L'anapathe, microscopie optique, pas de prolifération, mais à l'IF, on retrouve des dépôts au niveau mésangial, des dépôts d'IgG et de C3. Les causes, elles sont primitives dans 85%, c'est des anticorps anti-PLA2R qui se déposent à ce niveau-là. D'accord? Secondaire, ça peut être un cancer solide ou un lupus. Le traitement, il est symptomatique, sinon, il faut traiter par des corticoïdes, voire même rituximab. Le deuxième syndrome après le syndrome néphrotique, c'est le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante. Comme le titre l'indique, les symptômes, c'est une hématurie macroscopique récidivante. On peut retrouver ça lors d'un dépistage par une hématurie microscopique isolée, plus ou moins une protéinurie associée dans 80% des cas, et l'insuffisance rénale, elle est latente et progressive, très lentement. À l'anapathe, on retrouve une hyperplasie mésangiale en microscopie optique. Voilà, en violet, là, vous voyez très bien qu'il y a une hyperprolifération avec des dépôts d'IgA et de C3, l'immunofluorescence, mais c'est surtout des dépôts d'IgA. Donc, les étiologies, donc elle peut être primitive, mais aussi secondaire. Généralement, c'est le purpura rhumatoïde. Et à manifestation aussi cutanée, digestive. Et... Le syndrome d'Alport aussi, c'est une symptomatologie d'hématurie macroscopique récidivante, associée à une insuffisance rénale et à une surdité. Elle peut être récessive, donc ou bien liée à l'X. Troisième syndrome, c'est le syndrome des glomérulonéphrite rapidement progressive. La définition, c'est une IRA en quelques semaines, persistante, avec une hématurie, une protéinurie, et associée à des signes extrarénaux selon l'étiologie. Donc, ça peut être, donc à l'anapathe, c'est une prolifération extracapillaire faite de croissants. Donc là, c'est des croissants qui vont aller se bloquer la chambre urinaire. 3 types en fonction de l'immunofluorescence. Ça peut être un type 1 par des anticorps anti-MBG, c'est la maladie de Gout Pasture. Type 2, c'est des complexes immuns, donc C1Q, IgG, secondaire au lupus, secondaire à de l'endocardite bactérienne et au purpura rhumatoïde. Le type 3, elle est posi-humide, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépôt. Donc vous avez vu que c'est noir par là, en immunofluorescence. Mais dans la circulation sanguine, on pourra donc avoir des encas, on pourra retrouver des encas, des PO-encas dans la polyangite microscopique et dans la granulomateuse donc de Wagner, et C-encas dans la maladie de Schurger-Strauss. Le syndrome néphritique aigu, c'est une symptomatologie brutale mais transitoire, quelques jours après une infection bactérienne, virale ou mycosique. L'IRA est transitoire, l'HTA aussi. On peut retrouver une protéinurie, une hématurie, voire même des œdèmes. Le syndrome néphritique aigu, donc la cause, c'est une post-infectieuse, comme je viens de le dire. Le plus fréquemment, c'est le streptocoque bêta-hémolytique de type A, 15 jours après une infection ORL ou cutanée non traitée. L'anapathe, c'est une prolifération endocapillaire avec des dépôts de C3 au niveau de la prolifération. Le traitement est exclusivement symptomatique.
Il faut toujours surveiller le patient au risque que l'IRA puisse progresser et dialyser le patient. Si ce syndrome ne se résolve pas, il faut toujours faire une PBR au risque de trouver d'autres lésions graves. Il faut donner un traitement spécifique. Donc, généralement chez l'enfant, le pronostic est excellent. Chez l'adulte, si l'IRA persiste dans le temps, il faut penser à quelque chose de plus méchant et il faut aller faire la biopsie et traiter d'une manière agressive. Le syndrome de glomérulonéphrite chronique, c'est la fin. Donc, c'est l'évolution normale de l'ensemble des glomérulopathies. Donc, vous avez vu que l'évolution de cette protéinurie ou de ces maladies peuvent, dans le temps, 5, 6, 10 ans, selon la gravité de l'atteinte, peuvent aller biologiquement vers le syndrome d'urémie chronique. L'anapathe, vous avez vu complètement, un glomérule complètement sclérosé. C'est ce qu'on appelle un PAC ou un PAC-HT. La procédure diagnostique des néphropathies glomérulaires, elle est indispensable car le spectre diagnostique il est large. Donc de multiples pronostics et de multiples traitements. Donc il faut stader ça et diagnostiquer ça par une ponction biopsie rénale. Donc les hypothèses formulées par la confrontation syndromique avec les signes extra-rénaux, infirmées ou affirmées par les examens complémentaires. Donc, il faut rechercher les autres atteintes donc, secondaires, donc le diabète, la gammapathie, le myélome, le syndrome inflammatoire chronique, les tests immunologiques pour le lupus, les sérologies virales, et terminer par une biopsie rénale. Ça, c'est un syndrome pneumorénal, une association avec une atteinte pulmonaire et une insuffisance rénale. Ça, c'est une vascularite donc, du purpura donc, rhumatoïde. La biopsie rénale, donc elle permet une étude histologique, morphologique et en immunohistochimie, souvent au cours des néphropathies glomérulaires, parfois même en urgence pour commencer un traitement. Le but est diagnostic lésionnel, diagnostic étiologique, parfois même pronostic. Les sont possibles, voire saignement au moment de la biopsie jusqu'à J7, hématome fréquent si on le recherche, et saignement nécessitant une intervention thérapeutique, c'est-à-dire par embolisation, voire même une hémostase chirurgicale, mais très très peu, donc moins de 1%. Voilà, donc ça c'est la biopsie sous éco-guidage donc échographique. Ça c'est l'aiguille, donc on a pris donc un fragment d'environ 2-3 cm. Ça c'est des fragments, donc on prend généralement 2 fragments, donc un pour l'optique et un pour l'IA. Ça, c'est la voie transjugulaire, mais nous, on ne la fait pas dans notre pays, mais il faut toujours la citer et savoir que ça se fait aussi. Généralement, avec cette technique, on obtient juste de la corticale. On ne peut pas aller jusqu'à la médulaire. Bon, c'est plus intéressant d'avoir de la corticale. Hein. On a plus de glomérules dans la corticale que dans la médulaire, mais ça, c'est de l'hématurie macroscopique. Donc, c'est le premier jour. Le premier flacon, c'est le premier jour. Après, ça s'éclaircit. Maintenant, si ça s'éclaircit pas après 7 jours ou si le patient a besoin d'être transfusé ou s'il est en état de choc hémorragique, il faut toujours aller directement vers l'intervention chirurgicale, que ce soit en embolisation ou bien en chirurgie hémostatique. Ça, c'est un hématome au niveau du pôle inférieur du rein gauche qui a été provoqué par la biopsie rénale. Les contre-indications de la biopsie, donc rein unique, rein en fer à cheval, HTA mal contrôlé, trouble de l'hémostase. Donc, pour l'HTA mal contrôlé, trouble de l'hémostase, et la prise d'aspirine ou d'INS ainsi que l'anémie, donc, et l'infection rénale, donc c'est pas une contre-indication donc définitive, elle est plutôt temporaire. Mais pour le rein unique, le rein en fer à cheval, des kystes multiples, les contre-indications, elle est absolue. Donc, le rein unique, donc s'il y a un problème, le patient peut aller aux urgences rénales. Le rein en fer à cheval, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, il ne faut pas le faire. Et en cas de kyste, risque d'hémorragie ou de rupture de ces. Ça, c'est une polykystose rénale qu'il ne faut jamais biopsier.
Donc, au terme de ce topo, donc on a fini. Je terminerai toujours par cette citation. La connaissance, c'est d'avoir la bonne réponse. L'intelligence, c'est d'avoir la bonne question. À vos claviers pour poser des questions. Au revoir et à la prochaine présentation.